Ouais, non, mais c'est parce que. Bonjour Alexandre, tu es le chef de mission ici en Syrie. Donc voilà, on voulait savoir depuis combien de temps tu es ici. Moi je suis là depuis juin 2015, exactement le 1er juin 2015, où j'ai pris donc la fonction de chef de mission en Syrie. J'étais 3 mois auparavant comme volontaire en Irak. Et donc après le 1er juin 2015, j'ai commencé ici et ça fait donc 1 an et demi en fait à peu près que j'exerce cette fonction. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des types de travaux réalisés par l'association ici En fait, avant que j'arrive, il y avait déjà en fait SOS avait commencé. En fait, SOS est né dès septembre 2013. Les premières donations, distributions ont commencé avec l'événement Noël de cette même année. Et donc il y a eu des donations, des distributions qui ont été faites. Et en fait, moi, depuis que je suis là, on agit de différentes manières. En fait, on essaye vraiment de tenir compte de la géopolitique propre à chaque région. D'accord ? Si on est donc dans la région du Qalamoun, c'est-à-dire la région frontalière avec le Liban, qu'au Liban ils appellent l'anti-Liban, et bien là, comme on est dans des zones en fait qui ont été jadis envahies et détruites par Al-Nosra, reprises par l'armée syrienne et le Hezbollah, et maintenant menacées par Daesh, mais assez sécurisées malgré tout, on est davantage dans une dynamique de reconstruction parce qu'on essaye de faire revenir le plus rapidement possible en fait les Syriens qui s'en sont déplacés, qui sont soit allés à Damas pour y habiter, donc pour y habiter et peut-être même un premier pas vers l'exil, c'est-à-dire un premier pas pour aller à Beyrouth, voir le Canada. Donc on essaye vraiment de reconstruire assez vite au moins un espace viable, d'accord ? Par exemple une pièce, pour que les gens puissent revenir assez rapidement et commencer à se réenraciner dans leur région d'origine. Bon. Ça, par exemple, c'est pour le Qalamoun. Maintenant, si on travaille, bon, il n'y a pas que ça, mais on est dans la reconstruction, on est dans le soutien scolaire, tout ce qui est propre à la jeunesse, le soutien scolaire, le soutien culturel. Donc là, ça concerne vraiment toute la Syrie, parce qu'il y a une crise économique énorme, conséquence évidemment de la guerre. Il y a la dévaluation de la monnaie syrienne, il y a la hausse des prix. Et si vous allez par exemple dans la région de Hasakeh, dans la province de Hasakeh, donc dans la Djezireh, vous êtes dans une région totalement isolée entre l'Irak, la Turquie et l'organisation islamiste autoproclamée État islamique. Et donc, comment dire, déjà dans un contexte général où tout est cher, et bien là-bas le prix est 4 fois plus élevé qu'à Damas. Donc je dis n'importe quoi, moi si vous avez une pomme qui vaut 10 € à Damas, elle en vaudra 50 à Hasakeh ou à Qamishli. Donc on essaye de soutenir au mieux la jeunesse sur place, parce que c'est elle qui est visée, c'est elle qui fuit en fait, et c'est l'avenir du pays. Donc on les soutient dans des projets scolaires, bourses scolaires, inscriptions scolaires, soutien en tout genre, même des profs, des jeunes étudiants qui sont déjà avancés dans les diplômes, qui peuvent venir donner des cours de soutien donc à des plus jeunes, qui passent le bac, ou qui sont en telle ou telle année de licence ou de master. Donc de vraiment en fait ne pas laisser la guerre mettre à mal en fait la qualité d'éducation que les chrétiens ont toujours eu l'habitude de recevoir ici. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi un héritage qui leur est arraché, parce que ce sont des établissements privés, ok ? Donc ça a un coût. Vous pouvez me dire oui, on pourrait très bien les envoyer dans un établissement public, certes, mais l'établissement privé leur garantit vraiment une qualité d'éducation, mais aussi l'enseignement des langues, de vieilles langues chrétiennes comme l'arménien, comme le syriaque, l'assyrien, etc. Donc on n'a pas envie que, dans cet enjeu identitaire, on a peur que les chrétiens, cette génération-là, soit la première à ne plus être capable de transmettre un langage plurimillénaire. Donc on est vraiment très attentif à ça. Après, bon voilà, c'est un contexte aussi général, c'est la distribution de nourriture pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est aussi des méthodes d'évaluation des familles, on en a fait à Damas, on en fait dans certains villages, un peu comme ce que font souvent les autres missions en Irak, en Jordanie. Souvent c'est un petit peu le genre d'activité qu'on a. Mais on est aussi également sur, il y a l'hiver aussi qui arrive, donc il va falloir penser à donner du matériel chaud, des poêles à mazout. Vous êtes dans le Qalamoun, vous avez des températures qui chutent à -20, il y a des gens qui sont dans des situations de précarité abominables.
Donc on pense à tout ça. Et il y a évidemment aussi l'humanitaire d'urgence. Bon, bah, Alep, c'est un cas très précis. Pas d'électricité, pas d'eau, parfois pas de nourriture. Quand la ville est asphyxiée parce que la route est coupée, les gens sont vraiment dans tout type de besoin en fait, de première nécessité. Donc on essaye vraiment de faire du mieux qu'on peut. Essayer vraiment de faire du mieux qu'on peut à ce niveau-là. Et donc voilà, et on est aussi, on pense vraiment aussi à tout ce qui est propre au médical, les premiers soins. Voilà, on est allé à plusieurs reprises à Alep pour délivrer en fait des containers de matériel médical. Donc on a pu ravitailler 2 hôpitaux et une quinzaine de presbytères, voilà, des centres médicaux, des cliniques ou autres, avec tout ce matériel-là, à plusieurs reprises. Et dans la reconstruction, en fait, on est... voilà, il y a plusieurs zones, il y a Maaloula, il y a Sabad, donc des zones qui ont été détruites par les bombardements, des zones, voilà, des habitations délabrées. On est en train de voir aussi avec le village de Hassan au pied du Krach des Chevaliers, qui a été sérieusement malmené. Donc on attend d'avoir des listes de familles pour pouvoir les faire revenir. Donc c'est dans la vallée des chrétiens, donc ils ne sont jamais très très loin, mais c'est important qu'ils retournent aussi chez eux. Il y a aussi les villages assyriens du Khabour dans les campagnes en fait environnant Hassaké. Donc voilà, ce sont des projets de reconstruction qu'on a. Et c'est pour ça qu'on attend, j'ai envie de dire, avec impatience le retour du printemps, enfin que l'hiver arrive et qu'il se termine, parce que jusque-là, en fait, rien n'est possible. En fait, on ne peut pas commencer à travailler. Et là, il y a du chantier, il y a besoin de bras, et on va commencer à bosser très sérieusement dans tout ce qui concerne la restauration, la construction. Voilà. Pour rebondir un peu sur ça, sur le fait qu'on ait besoin de bras, comment répartir en fait comment sont réparties les différentes antennes avec les différents volontaires dans toute la Syrie? Alors en ce moment, en gros, on est une équipe à Damas parce qu'on a besoin aussi on a pas mal de boulot sur le plan administratif. Donc voilà, le travail de volontaire n'exclut pas aussi ça. Mais après, sur Maaloula, on est déjà rendu à une quinzaine de maisons reconstruites ou en voie de reconstruction. Il y en a encore un bon paquet, donc c'est pas un chantier qui va se terminer d'ici l'été prochain. Hein. Ça c'est en continuité. Il y a Sadad. Donc Sadad, c'est le seul village chrétien, et ils sont très fiers de nous le rappeler à chaque fois, qui a défait en fait les troupes de ISIS, Daesh, l'État islamique, bref, appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, mais au prix d'une presque une dizaine de martyrs locaux, mais de pas mal en fait de destruction. Donc c'est pareil, c'est un chantier qu'on a là-bas. Donc on travaille un peu à Sadad, là on est à Maaloula, on est également à Homs. À Homs, on est en train de reconstruire la cathédrale Melkite, mais également l'évêché qui y est collé. On donne aussi des cours de français donc, à des jeunes étudiants dans un quartier en fait, de la ville. On a aussi 3 Français qui donnent des cours à des jeunes Syriens qui se préparent à aller au séminaire au Liban. Donc c'est une espèce de pré-postulat. Donc des cours de français qui sont donnés. On parle aussi, on évoque la culture française, etc. C'est assez complet. D'ailleurs, là, ils ont rencontré, il n'y a pas très longtemps, si c'est hier ou avant-hier, en fait, les enseignants et les lycéens du lycée français qui a ouvert à Tartous. Voilà, donc il y a certainement possibilité aussi qu'on fasse quelque chose avec ça. Mais tout ça, c'est vraiment du long terme. C'est comme quand vous êtes enseignant, que ce soit dans le public ou dans le privé, en France en général, les jeunes qui vous entendent, à qui vous donnez des cours, ils ont besoin d'une stabilité, ils ont besoin d'avoir un référent et pas d'avoir une tête qui change tous les mois. Donc pour ce type de bénévolat, par exemple, on aime bien avoir des jeunes qui, voilà, c'est pas seulement savoir parler français, mais qui soient capables d'enseigner le français et puis qui restent, voilà, qui soient opérationnels dans la durée. Ouais, voilà à peu près. Très bien. En ce moment, on entend beaucoup, enfin en ce moment depuis un moment maintenant, on entend beaucoup parler d'Alep, de la situation qui s'y passe, des conflits. T'en reviens, tu étais aujourd'hui, ce matin même. Comment se répartit la population, Est-Ouest, et comment vit-elle concrètement? Alors,
En fait, bon, la ville d'Alep, bon, comme tu l'as bien dit, voilà, il y a Alep Est, on parle beaucoup d'Alep Est. On a un petit peu occulté Alep Ouest depuis le début de la crise, en fait, depuis le début du conflit. Alors évidemment, on parle beaucoup d'Alep Est parce que ils sont ciblés par des avions syriens et des avions russes et que ça fait évidemment beaucoup plus de dégâts que quand Alep Est tire à coups de mortier sur Alep Ouest. Mais ça ne veut pas dire que Alep Ouest n'est pas victime, en tout cas, des assauts des djihadistes. Mais en fait, pour répondre à la question, la ville coupée en deux, on peut dire à la base qu'il y avait 250 000 personnes dans Alep Est. Alep Est, en fait, c'est la vieille ville, c'est le vieux Alep. 250 000 personnes à peu près et 1 200 000 du côté d'Alep Ouest. Voilà, après, ouais, voilà, c'est par rapport à la répartition. Ouais, c'est ça. Et donc, comment vit-elle les conditions? Alors, en fait, les Alepins ont vraiment très peur, ils se sentent vraiment abandonnés, ça c'est une réalité. Ils sont en train de vivre un enfer, ça fait, bon, comme je disais à l'instant, des années qu'ils prennent des obus de la part des djihadistes modérés de Alep Est sur la figure. Maintenant, on commence à s'intéresser à Alep depuis que ces mêmes djihadistes sont en train de se faire tasser par l'armée syrienne et l'armée russe, enfin, en tout cas par l'aviation. Mais en fait, les Syriens se sentent doublement pris en otage en fait, à Alep Ouest. C'est-à-dire que les Syriens, de manière générale, sont pris doublement en otage par les djihadistes parce que c'est déplorable le fait que Alep Est se fasse bombarder de la sorte. Mais ils sont les otages des djihadistes. Donc le véritable coupable, c'est la situation dans laquelle les maintient les djihadistes. Et en plus de cela, les djihadistes d'Alep Est font payer la loyauté des Alepins de l'Ouest par rapport à leur gouvernement. Donc les deux parties d'Alep sont prises en otage. C'est ça qui est dramatique. Et on essaye de monter une partie contre l'autre en disant oui, pauvres Alepins de l'Est, alors que Alep Ouest. Non, les deux sont pris en otage. Et les Alepins de l'Ouest subissent autant. Et ça fait maintenant 5 ans que leur quotidien est rythmé par des obus qu'ils prennent, des roquettes, des missiles fabrication artisanale qu'ils doivent certainement apprendre en Turquie avant de passer la frontière. Ce sont des gens qui ne voient pas, en fait, qui n'arrivent pas à entrevoir un avenir. Moi, je parle surtout de la jeunesse, parce qu'elle est ciblée. C'est tout le temps les universités qui sont canardées. Encore aujourd'hui et hier, un monsieur que je connais très bien, avec qui je travaille, envoyait sa fille, ils ont fermé l'université. Pourquoi? Parce qu'elle est ciblée. Et qu'en fait, si vous regardez Alep, vous avez donc cette séparation Est-Ouest, mais côté Alep-Ouest, vous avez toute la zone rurale ouest qui est aussi dans les mains des djihadistes. Et avant, elle était rattachée à Alep-Est par Bani Zaid et Sheikh Massoud. Maintenant qu'ils ont cassé Bani Zaid, qu'ils ont repris ça, je parle de l'armée syrienne, et qu'ils ont isolé totalement Alep-Est, eh bien, les tirs sont nourris des deux côtés, à la fois de Alep-Est et à la fois de la zone rurale ouest, qui tire sans pitié, sans relâche, de jour comme de nuit, sur toute la partie de ouest de Alep. Donc aujourd'hui, moi je parlais avec un ami à l'instant qui me disait là il y a un match de foot, tout le monde était à la messe, maintenant les gens regardent le foot, et ramasse, on vit, les gens vivent, c'est la guerre, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter de vivre. Donc les gens vivent, il y en a, ils gardent espoir, il y en a, ils sont totalement désespérés, mais on continue de vivre. Et les gens vivent, oui, ils vivent dans la peur, ils vivent dans la révolte. Aussi, ils ne comprennent pas pourquoi tout le temps avoir envie de nous dire qu'il y a un juste milieu entre les arracheurs de tête et le vilain Bachar. Non, c'est la même chose. Du côté opposition, c'est toujours les mêmes procédés, quoi. C'est toujours les mêmes choses qui se passent. D'accord. J'ai cru voir que la route d'Alep aurait été coupée. Est-ce que c'est vraiment le cas Non. Moi j'ai le prise pour aller. Je suis allé, je suis revenu. La route n'était pas coupée. Non. Alors peut-être au retour, en fait, il y a eu une petite déviation de quelques dizaines de mètres parce que les djihadistes en fait faisaient une attaque massive sur le sud. Donc quand vous êtes au sud, vous avez cette vue sur Alep, cette vue plongeante. Alep, c'est un peu une cuvette. Donc vous avez la vue sur Alep Est et la périphérie rurale, en fait, ouest. Et donc là, se massaient sur des dizaines de kilomètres des véhicules
avec pas mal d'Iraniens, parce que j'ai vu des drapeaux iraniens flotter, des Afghans, j'ai reconnu à leur faciès, et puis à leur tenue, des Syriens, le Hezbollah. Donc tous étaient présents en fait pour défendre la ville. Et puis bon bah voilà, c'était des tirs en fait dans tous les sens, hein, comme je disais, de la part de Alep Est et de la ruralité ouest sur Alep Ouest, et puis aussi de zones un peu plus éloignées. Non, la route n'était pas fermée puisque je l'ai empruntée hier matin pour me rendre à Alep et que je l'ai encore emprunté ce matin pour en sortir. Donc ça non, j'affirme qu'elle ne l'est pas. On commence à avoir des questions de gens qui nous regardent. Donc la première, est-ce qu'il y a-t-il beaucoup de victimes à Alep ? Oui, surtout en ce moment. Maintenant, moi, j'ai pas forcément les nombres exacts, mais c'est intéressant de se renseigner auprès des médecins qui vivent sur place et directeurs d'hôpitaux parce qu'eux, ils ont des chiffres très concrets. Ce sont les premiers à ramasser les victimes, mais aujourd'hui, on parlait du plus d'une cinquantaine, ou c'était aujourd'hui ou hier. Donc là, je parle de morts. Maintenant, les blessés, c'est évidemment beaucoup plus nombreux, quoi. Très bien. Alors, on va peut-être passer à la question suivante. Donc, quels sont les besoins d'urgence à Alep ? Les besoins d'urgence, en général, nous, le domaine dans lequel on travaille, c'est l'eau, l'électricité. Les principales stations d'eau, en fait, sont côté Alep Est, donc dans les mains en fait, des djihadistes. Et la dernière centrale électrique en date qui a existé a été canardée par les États-Unis. Donc, merci Obama. Non, mais ça c'est un détail, façon de parler, parce que c'est pas la première fois et que ça arrive souvent. Mais en gros, il y avait plusieurs en fait, centrales électriques et il y en a eu beaucoup qui ont été bombardées. Aujourd'hui, l'hiver approche, donc l'urgence c'est très clairement l'électricité. On a besoin d'ampères, un système en fait de câblage qu'on rejoint un réseau électrique dans la rue et qu'on achemine en fait jusqu'aux appartements des gens qui ont besoin. Alors il faut savoir que les chrétiens, c'est vrai, ils sont très dignes, ils ne demandent pas forcément, et en apparence ils ont toujours cette élégance. Peut-être vous allez me dire que c'est pas très objectif, mais c'est ce que je constate. Et ils n'ont pas forcément cette espèce de spontanéité à demander ces choses-là. Mais beaucoup meurent en silence en fait. Il y a des gens qui faisaient partie d'une certaine élite et qui crèvent de froid en silence. L'électricité, ça sert à vous réchauffer l'hiver, à vous rafraîchir l'été, parce qu'il fait très chaud, surtout à Alep, très chaud l'été, très froid l'hiver. Donc ça peut être l'électricité, mais ça peut être aussi des vêtements chauds. Mais il y a aussi le divertissement, ça paraît bête comme ça, hein, mais je ne suis pas forcément un fanat de la télévision, mais quand vous êtes 5 ans en guerre et que la seule chose que vous voyez au-delà de votre fenêtre, c'est un horizon noirci par les déflagrations, par les bâtiments en ruine, les coups de feu, les tirs, les cris, les pleurs, le sang sur la chaussée quand vous vous réveillez le matin, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de voir autre chose, et même 1 ampère ou 2 ampères par semaine pour vous chauffer, et puis pour voir un petit peu la télé, c'est bête, hein, mais c'est ça. Après, franchement, l'urgence, c'est vraiment aussi au niveau du médical. On a besoin de fauteuils roulants, de béquilles, de matos dans les hôpitaux pour faire fonctionner tout ça. C'est super important. Très bien. Pour la prochaine question, est-ce que l'État français aide SOS Chrétiens d'Orient ? Est-ce qu'il y a des aides qui sont perçues quelconques ? Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas que l'État français aide SOS Chrétiens d'Orient. Après, on a du soutien de la part de certains députés, de personnalités politiques, mais on n'a absolument pas de subvention, en fait, si c'est ça la question, de l'État, puisque c'est une organisation non gouvernementale et que tout repose en fait sur un système de donation, charité fraternelle, des gens qui comprennent un peu l'enjeu et qui aident pour multiples raisons, mais ça vient vraiment par pure charité d'un petit peu tout le monde en fait. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour nous permettre à nous de travailler ici et de pouvoir subvenir aux besoins de nos frères ici en Syrie, au Moyen-Orient de manière générale. Très bien. Donc la prochaine question qui nous arrive. Est-ce dangereux pour les volontaires SOS ? Pour une question. Alors, c'est dangereux pour moi peut-être d'aller à Alep. Maintenant, moi, j'emmène pas de volontaires là-bas.
La mission Syrie, de manière générale, bon après, on est dans un pays en guerre. Je serais un menteur si je vous disais qu'il y a des risques zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, on est dans des zones sérieuses, que ce soit à Damas, on est dans des zones ultra sécurisées. Quand on travaille dans le Qalamoun, on est dans des zones aussi qui sont largement pacifiées par l'armée syrienne et autres soutiens en fait régionaux. On a un système en fait de réseaux sécuritaires tout autour des villes dans lesquelles on travaille et on est suffisamment largement informé à l'avance si jamais la situation venait un petit peu à déraper. Voilà, en cas de problème, rapatriement direct à la capitale, et si problème à la capitale il y a, eh bien, ça se fait par le mur, mais il n'y a pas de problème, Dieu merci. Et les zones en fait dans lesquelles moi je me rends, ce sont des zones qui peuvent être, oui, effectivement dangereuses, mais j'emmène pas les volontaires pour ça. Pour Alep, j'emmène personne, quoi. J'y vais tout seul. Très bien. Donc la prochaine question qui va nous être peut-on envoyer des médicaments à la mission syrienne? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Alors après, ça c'est tout ce qui se fait en amont, mais il faut faire. Il y a tout un processus parce que souvent, quand on fait ça, on fait avec des containers. Il y a aussi les médicaments. En fait, avec tout le matériel médical, il y a aussi des médicaments. Maintenant, si indépendamment du container, vous voulez nous l'envoyer, il faut que ce soit fait par le bureau SOS donc à Paris. Et après, nous, pour nous l'acheminer, il faut qu'on ait bien conscience, c'est-à-dire qu'on soit bien au courant en fait, de ce qui nous est envoyé pour qu'on puisse demander aux hôpitaux d'en faire la demande, comme si ça venait de nous aussi. Parce qu'il faut qu'on se couvre dans le sens où, quand vos médicaments ils passent la frontière, l'armée syrienne, les autorités sont en droit de se demander à qui est-ce que vous voulez prêter main forte, à qui est-ce que vous voulez passer un coup de mercurochrome. On pourrait croire que vous voulez aider que je voudrais aider les djihadistes. Donc, mais non, mais voilà, tout aide est la bienvenue. Hein. Des fringues, des médicaments, n'importe. Merci, il n'y a aucun souci. Non, tout à fait. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le Facebook, on est disponible pour y répondre. Et donc la prochaine question qui vient tout de suite. La prochaine question c'est quel est le nombre des déplacés et des réfugiés en interne à la Syrie? Par exemple, il y a beaucoup de réfugiés autour de Tartous, il y en a un petit peu partout, mais quel nombre? Ok. Alors, si c'est en interne, on parle de déplacés. Si ce sont des gens en fait, qui sont déplacés à l'intérieur du pays, on parle de déplacés. À partir du moment où ils sortent du pays et qui sont de l'autre côté de la frontière, là, on ne parle plus de déplacés, on parle de réfugiés. On parle de 15 millions de personnes à peu près qui ont quitté leur foyer, mais donc de déplacés, c'est-à-dire en interne donc à la Syrie. Maintenant, à l'extérieur de la Syrie, donc des réfugiés, on est à quelque chose comme 5 millions. Ok. Alors 5-6 millions. Ok. Donc c'est 4-5 millions, c'est vraiment autour. C'est la Jordanie, c'est le Liban, c'est aussi par la Turquie, et 1 million, c'est en Europe. En Europe, donc voilà, c'est les destinations très à la mode que j'ai connues quand je suis arrivé l'été dernier, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, c'était l'Eldorado. Tout le monde commençait même à essayer d'apprendre à parler l'allemand. Ensuite, c'était la Suède, et maintenant, c'est le Canada. Voilà. Je parle surtout pour Alep. C'était pas que pour Alep, hein, ces destinations-là, mais à Alep, à un moment donné, il y avait cette proposition du Canada d'offrir des visas et un billet aller simple, gratuit, pour qui voudrait quitter. Je crois que c'était pour les chrétiens, si je ne me trompe pas. Et voilà, le Canada était assez prisé. Mais ouais, c'est ça. Donc, par exemple, Damas, de 2 500 000 habitants, aujourd'hui, on est à 7 millions. Et ça vous saute aux yeux quand vous êtes là, parce que vous passez vos journées dans les bouchons. Les Alepins se réfugient pas seulement à Beyrouth, mais quand ils restent dans le pays, il y en a beaucoup qui vont à Tartous et Latakia surtout. Après, ils peuvent être aussi à Homs, dans la vallée des chrétiens, ou à Damas. Ceux qui partent de la Djezireh, c'est-à-dire de Qamishli et Hasakeh, ils quittent aussi à Latakia. Voilà, donc souvent ils vont sur la côte, parce que c'est beaucoup plus sécurisé,
c'est sécurisé parce que c'est un territoire que les Russes sont en train un petit peu de sanctuariser. C'est la région aussi donc, des Alaouites, donc c'est comment dire, la minorité la plus proche entre guillemets du pouvoir, donc souvent c'est bien gardé. Mais aussi parfois c'est une première étape pour passer la frontière libanaise par Tripoli, Tartus-Tripoli, et également quitter. Voilà. Est-ce qu'on a des estimations à peu près du nombre de populations chrétiennes à Alep ou À Alep, en gros, à Alep, on parlait de 150 000 personnes, mais c'est un chiffre dont il faut se méfier parce que les sources qui nous le donnent sont des sources catholiques et elles ont souvent tendance à minimiser les chiffres orthodoxes. Minimiser, on ne dit pas qu'ils n'existent pas, mais à les amoindrir en fait. Et on pourrait même dire qu'ils étaient dans les 300 000 en fait, les chrétiens là-bas. Mais je n'affirme pas ça. Officiellement, on parle de 150 000 personnes. Aujourd'hui, s'ils sont 300 000, s'ils sont 30 000, encore restant à Alep, on est optimiste. On ne pense pas qu'il soit autant. À la base, les chrétiens, c'est 10% de la population syrienne, à peu près 10%. Une population de 20 millions d'habitants, on chiffre à peu près à 2 millions le nombre de chrétiens en Syrie. Avant la guerre. Maintenant, proportionnellement, avec toutes les fuites, tous les exils, même que la population syrienne a diminué, le nombre de chrétiens a diminué aussi en proportion de tous ceux qui sont partis. Ça veut dire qu'ils ne sont plus de 10%, ils sont peut-être 4%, 3% maintenant. Ouais. Très bien. Une autre question qui est comment les gens à Alep ont vu le fait que l'Élysée en France a reçu les casques blancs? Alors, pour eux, c'est un scandale, hein, évidemment. Enfin, là, je dis très clairement ce que j'ai pu entendre brièvement, parce que je suis pas resté très longtemps. Exceptionnellement, j'ai fait l'aller-retour. En général, je vais chaque mois là-bas, au moins une semaine, 10 jours. Donc, on n'a pas pu forcément évoquer le sujet entre-temps, parce que ça faisait un moment que j'étais pas allé. Et là, ça a fait vachement polémique ces jours-ci, mais en gros, pour beaucoup, c'est une escroquerie. Ce sont des barbus déguisés en bisounours avec un joli petit casque. Enfin, c'est la branche humanitaire d'Al-Qaïda. Voilà, en gros, c'est ça. Ce sont des gens qui font de la communication à partir... ils sont aux côtés des djihadistes qui frappent sur la partie ouest d'Alep. Donc ils savent que réplique de l'armée syrienne, il va y avoir, et quand il y a, ils courent avec leur caméra au point et ils filment les décombres et les gens qui sortent des décombres. Donc souvent, quand vous évoquez le sujet, pour un Alépin, ça fait pas un pli. Il n'y a que pour nous, en Occident, que ça met le doute. Ou alors on est très sensible à la com, parce que c'est une belle communication. D'ailleurs, si vous regardez aussi les décapitations de Daesh, c'est une belle communication, c'est très bien fait. Et là, c'est très bien fait aussi, et ça nous sensibilise. Hein. Bon, pour un Alépin, pour eux, en tout cas les concernant, c'est très clair, c'est une escroquerie. Voilà. Est-ce que la réponse sera probablement positive? SOS a aussi des besoins importants en communication, avec des gens sur place. Oui. Là, j'ai de la chance. Est-ce que c'est utile pour les gens qui savent quand ils ne ronflent pas derrière leur bureau, ils sont très utiles. Non, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai de la chance parce que j'en ai deux, donc je plaisante. J'ai de la chance parce que j'en ai deux, mais oui, bien sûr, on a besoin, donc voilà, dans notre manière de travailler, il y a un bureau central à Paris. On nous demande pas mal de choses. On a besoin d'être en contact permanent avec eux, toujours dans cet objectif commun de travailler au mieux pour aider nos frères ici sur place. Donc, mais j'en ai un autre aussi qui va avec moi, par exemple, un peu plus sur le terrain, pour filmer, pour prendre des photos, pour communiquer de ce qu'on fait ici. Donc un qui va être, on va dire, au bureau pour nous transmettre ce dont on a besoin depuis Paris, et un qui est avec moi et qui va peut-être être amené à plus se déplacer pour pouvoir transmettre à Paris ce qu'on fait ici. Voilà. Donc ça va dans les deux sens. Donc là, moi j'ai de la chance, j'en ai deux, mais il y en a un qui va bientôt
Donc, qui va bientôt nous quitter. Donc non, si vous avez des talents ou des compétences en communication, vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis même si vous êtes 3, moi j'ai envie de dire... il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de travail, donc plus on est, mieux c'est, il n'y a aucun souci. L'armée française annonce souvent qu'elle travaille en Syrie pour lutter contre Daesh. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit l'armée française agir? Nous, d'où on est, on voit rien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas, mais de ce que j'avais cru comprendre, ils sont davantage sur l'intérieur en fait, du pays, les zones plus d'Erezor, où ils étaient à un moment donné à Raqqa, sur le côté kurde, en fait, cette zone tampon maintenant entre... cette espèce entre l'État syrien et la Turquie, quoi, de ce qu'ils essayent de faire comme zone tampon. Oui, donc, mais nous, on n'a jamais vu la présence de Français, mais même des Américains. Les Russes, on les voit, ça c'est clair. Pas à Damas, mais vous prenez la route, vous allez à Homs, vous êtes déjà dans la vallée des chrétiens, vous vous dirigez vers Tartous, ça y est, vous ne pouvez pas les rater, Tartous, l'attaquer, que ce soit les avions dans le ciel, que ce soit les défilés d'hélicoptères dans la vallée des chrétiens, parce qu'il y a des stations, des bases d'hélicos, des bases aériennes, pardon. Donc oui, mais non, les Français, les Américains, moi j'ai jamais vu. Avez-vous un projet d'urgence en ce moment que les donateurs pourraient aider à financer? Oui, on a là l'urgence en fait, si vous voulez, et on l'espère vraiment, c'est la libération d'Alep. Alep Est, l'armée syrienne est en train vraiment de reprendre du terrain, c'est visible à l'œil nu. Les cartes en fait changent d'une journée sur l'autre, même s'il y a des tentatives de récupération en fait de la part des djihadistes. On est optimiste, mais on espère vraiment que dans les semaines, quelques mois à venir, Alep soit totalement libéré. Je parle vraiment de tout Alep, quoi. Vraiment la partie Est qui reste, qu'elle soit libérée, que tout Alep soit libéré, et qu'on puisse effectuer ce travail de reconstruction jusqu'ici impossible, parce que c'est peine perdue de reconstruire quelque chose si on sait que des obus vont encore tout détruire. Mais là, l'urgence, en fait, c'est d'anticiper en fait ce qui va suivre et de pouvoir d'être là au moment où il va falloir reconstruire des églises, reconstruire des maisons, reconstruire des hôpitaux, acheminer de l'aide, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit médicale. Donc ouais, là c'est une priorité. Et on a vraiment besoin de vous tous. On a besoin de vous tous, on a besoin des donateurs, on a besoin de la présence ici en Syrie pour pouvoir mettre la main à la pâte. Là c'est clair qu'il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Maintenant, tout ça c'est sous condition, mais dans une urgence un peu plus secondaire, mais j'ai envie de dire primordiale, je veux dire, pour ce qui va venir là tout de suite, c'est-à-dire là où on est certain, c'est qu'au retour du printemps, on a besoin de bras pour reconstruire des maisons de Sadad, pour continuer les constructions à Marloula, pour reconstruire aussi des maisons du village qui se situent au pied du Crac des Chevaliers, et aussi un projet qu'on est en train de voir avec la directrice du Crac et les autorités locales, c'est aussi une opération de nettoyage à l'intérieur du Crac des Chevaliers. Donc il y a beaucoup de verdure, en fait, des espèces d'herbes sauvages qui sont en train vous savez, comment dire, voilà, oui, c'est-à-dire entre les pierres aussi, ça prend trop de place, ça commence un petit peu à dessouder les différentes pierres les unes des autres. Bref, donc patrimoine historique, culturel, local qui nous regarde, enfin qui nous touche, parce que déjà dans les années 30, 1936, il y avait déjà les Français qui avaient fait un petit peu de restauration. C'est une bâtisse française, ça fait partie de notre histoire aussi, donc ce serait super qu'on puisse faire quelque chose en fait là-bas. Ce serait vraiment chouette. Voilà. Très bien. Alors on va bientôt finir. Très bien. Dans les dernières questions peut-être. Quelle est la population qu'il y a dans les camps de déplacés autour de Tartous? C'est apparemment une population plus pauvre. C'est des gens qui ont fui les djihadistes ou quoi? Et alors, quelle quantité de personnes qui ont fui comme ça? Alors,
En général, les chrétiens se retrouvent dans des camps quand ils sont en dehors de la Syrie. Quand ils sont en Syrie, les chrétiens sont rarement dans des camps déplacés. C'est plus les musulmans et bien souvent des sunnites, puis c'est l'écrasante majorité. Maintenant, difficile de dire, c'est certainement pour beaucoup d'entre eux des pauvres gens qui ont vraiment tout perdu, qui sont vraiment dans le besoin, c'est clair. Et qui fuient les djihadistes. Mais qui fuient les djihadistes. Mais après, là je parle pas forcément des camps, mais je parle souvent des populations sunnites qui ont fui les djihadistes et qui sont allés se réfugier dans la ville voisine, par exemple. Par exemple, la moitié d'une ville qui s'enfuit, eh bien la moitié de cette moitié, souvent ce sont des djihadistes ou des familles des djihadistes. Et ils arrivent dans la ville qui les accueille, et à l'intérieur même de cette ville, il y a des gens qui sont du même bord, et ensemble, ils vont créer en fait des agitations, et ils vont ouvrir les portes des djihadistes de la ville précédente. Donc voilà, il y a aussi ça. Maintenant, dans les camps, je ne sais pas, mais souvent ce sont en tout cas des musulmans sunnites. Ce sont des gens qui... Voilà, qui fuient quand même des djihadistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Les djihadistes, faut être très clair. Faut être très clair. Le chrétien, quand il est pris et qu'il est dans les mains des djihadistes, selon le passage du Coran que le bourreau va avoir lu ou qu'il va avoir retenu, il peut y avoir une exécution, il peut se passer quelque chose de sordide, ça est arrivé, ça arrive, et ça arrivera encore certainement. Puis dans l'histoire, on voit que tous les 50 ans, tous les 100 ans, c'est le même délire qui se produit. Mais il arrive aussi beaucoup de fois qu'il ait le choix entre la conversion, la taxe, donc la jizya à payer, pour pouvoir exister en tant que non-musulman en terre d'islam, ou alors l'exil. Okay, quand les sunnites, appelez-les comme vous voulez, ces djihadistes-là, déboulent et qu'ils attrapent des sunnites, ils sont beaucoup moins tolérants. Ok, bon, c'est un chrétien, bon, c'est un égaré, c'est un ahl al-kitab, c'est quelqu'un du livre, des gens du livre. Il peut y avoir une certaine, entre guillemets, tolérance, malgré ce climat en fait de barbarie. Mais ils sont impitoyables envers les massacres qu'ils ont fait dans une espèce de... Comment ça s'appelle ça, où on vide les animaux Un abattoir. Un abattoir, pardon, voilà, ils ont la vidéo des sordides qu'ils ont fait, c'est à des sunnites qui fait, ce sont à des sunnites qui font ça, qui les égorgent les uns après les autres, qui leur arrachent la tête en les accrochant à des crochets à boucher. Et pareil pour les chiites, il n'y a pas de sommation, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de tolérance, il n'y a rien à dire. Décapitation, esclavage sexuel, les enfants deviennent des enfants soldats. C'est triste parce que les chrétiens, nous, on agit parce que dans un système de charité ordonnée, on vient aider nos frères en premier lieu. Mais ceux qui se font le plus massacrer, ce ne sont pas les chrétiens. C'est une réalité. Maintenant, nous, l'enjeu, il est où? C'est que c'est un échantillon qui est en train de disparaître. Et la Syrie, c'est les chrétiens. Les chrétiens, c'est la Syrie. Tous ensemble, évidemment, ils sont la Syrie. Mais l'origine même de la Syrie, ce sont les chrétiens. Et les musulmans le disent eux-mêmes. Si vous partez sans vous, c'est plus la Syrie. Restez ici. Nous, notre enjeu, il est aussi identitaire et culturel. Les chrétiens ont façonné la Syrie qu'on connaît actuellement. Ils l'ont façonné dans la littérature, dans les arts, dans tout ce qui transcende, tout ce qui élève l'âme. Ils ont été capables de façonner un système politique qui peut justement dépasser toutes les confessions qui peuvent être source de division. Et les chrétiens étaient les premiers à s'être levés, dressés, opposés, battus face aux Ottomans et au mandat français. Donc on ne peut pas les accuser d'être la 5e colonne des croisés. Vraiment, c'est super important d'aider les chrétiens à rester ici. Mais si on le fait, c'est parce que oui, ils sont victimes de tout cela. D'accord, ils sont victimes des atrocités, mais ils ne sont pas plus victimes que les autres. Et voilà. Okay. Merci beaucoup en tout cas de ce direct, de nous d'avoir éclairé peut-être un peu plus sur la situation ici en Syrie et l'aide apportée par SOS Chrétiens d'Orient. On va peut-être finir par un remerciement à ceux qui nous, grâce à vous tous, grâce à votre soutien, grâce à vos prières, grâce à vos dons, on arrive à faire beaucoup de choses ici. C'est un chantier qui va prendre beaucoup de temps, même en temps de paix, et on l'espère le plus vite possible. On a vraiment besoin de vous, on a besoin de tout cela, et on a besoin de votre présence aussi ici. On a besoin que vous puissiez, de là-bas, parvenir à nous aider ici. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose.
Mais vraiment, merci en tout cas pour tout. Merci pour votre écoute, merci pour vos questions et merci vraiment pour tout. Voilà, à très bientôt. On termine en 2 mots pour rassurer des gens qui ont de la famille à Alep Ouest. Et il y a apparemment des familles de chrétiens qui disent qu'ils n'arrivent pas à avoir de nouvelles. Est-ce que les gens vivent quand même? Alors, c'est normal. Là, il y a, comment dire, pour des raisons, en fait, pour brouiller les communications des djihadistes, l'armée a coupé toute communication. Même moi, quand j'y étais, quand j'y allais, quand j'étais sur place, impossible d'appeler, impossible enfin, on ne pouvait pas me joindre non plus, pas d'internet, donc vous inquiétez pas, je sais que c'est pas évident, mais ce qui se passe en fait c'est normal, vous êtes dans une situation là où il y a un tournant, on essaye vraiment d'en finir une bonne fois pour toutes avec tout ça, et il faut y mettre les moyens, donc en tout cas, moi, je ne connais pas vos familles, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est exactement, mais ce que je vous dis, c'est que vraiment, croyez ça, malgré tout ça, les Alepins, ils survivent, les Alepins, ils résistent, les Alepins, ils gardent la foi, ils gardent la pêche, ils sont vraiment dans l'espérance, et ils continuent à vivre malgré les difficultés, malgré les complications. Ils vivent vraiment la foi, en fait. Ils vivent vraiment leur foi jusqu'au bout, et les choses vont aller mieux d'ici peu, et vous pourrez rétablir la communication, je le souhaite au plus vite. Mais en tout cas, moi j'ai vu un peuple super que je vois tout le temps, qui garde le sourire et qui continue de croire, et qui savent qu'après la mort, il y a la résurrection. Voilà, merci pour tout. Merci Alexandre de passer à bonne échange.